Avant, les publicités dans le make-up ressemblaient à ça. Mais ça, c'était avant la révolution Fenty. Dans cette vidéo, on va décrypter ensemble les raisons du succès de Fenty Beauty, comment cette marque a rendu sa fondatrice Rihanna milliardaire et surtout, comment elle a complètement changé les codes de l'industrie de la beauté. Et avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si tu aimes les analyses de marque et également à ma page Instagram @ng.diary. Pour comprendre le succès de Fenty Beauty, il faut d'abord qu'on arrive à comprendre le personnage autour de Rihanna, la fondatrice. Et pour ça, on va retourner à l'origine, dans les racines, là où tout a commencé. Robin Rihanna Fenty est née un 20 février 1988 à la Barbade et elle a passé sur l'île une enfance plutôt classique. Sauf qu'elle avait un rêve et ce rêve c'était celui de devenir chanteuse. Alors Rihanna, elle chantait partout, à la maison, à l'école, elle participait même à des concours dès qu'elle le pouvait, elle avait envie de devenir une grande star. Et le destin va venir à sa rencontre quand Evan Rogers, un producteur, va se retrouver en vacances sur l'île, qu'il va entendre Rihanna chanter, il va aimer ce qu'il entend, and next thing you know, elle a 16 ans et elle se retrouve à New York en train de passer une audition chez Def Jam devant Jay-Z. La suite de l'histoire, vous la connaissez, elle va être signée sur Def Jam. Et là, on va voir un élément fondamental qui va suivre Rihanna tout au long de sa carrière. Dès le début, Rihanna, c'est l'outsider. C'est pas forcément celle à qui on pense, c'est pas forcément celle sur qui on va miser, mais c'est celle qui va tout ravager sur son passage. À l'époque où elle a été signée chez Def Jam, il y a une autre chanteuse qui a été signée au même moment, c'est Tierra Mari. Et Tierra Mari, c'est un petit peu celle sur qui on avait misé. C'est elle qui était censée être la grande star de Def Jam. Rihanna, c'était un peu la summer girl. Vous voyez les chanteuses qui font un peu le tube de l'été et puis après on sait plus trop ce qu'elles deviennent. C'est un peu à ça qu'on s'attendait sur l'avenir de Rihanna dans la musique. Sauf que c'est tout le contraire qui s'est passé. Son premier single, Pon de Replay, fonctionne plutôt bien. L'album sort, il fonctionne aussi plutôt bien. Ils enchaînent directement avec un second album qui marche lui aussi très bien. Et là, le troisième album, et c'est lui qui va tout changer. Good Girl Gone Bad, c'est les prémices de la Rihanna qu'on connaît aujourd'hui. Elle arrive avec un look totalement différent. À l'époque, les chanteuses de pop R&B ressemblaient plutôt à ça. Peau bronzée, cheveux longs couleur caramel, bouclés. Et Rihanna ressemblait aussi à ça quand elle a commencé. Et avec Good Girl Gone Bad, elle change les codes. Elle change totalement de look. Cheveux courts, noirs, un coup elle se rase les cheveux d'un côté, un coup elle se fait une teinture blonde platine, Rihanna s'amuse avec son style, elle s'amuse avec ses cheveux et ça marche. L'album Good Girl Gone Bad se vend comme des petits pains, Umbrella, le premier single, reste des semaines numéro 1 des charts, Rihanna est officiellement une pop star. Il y a un second élément qui va être important dans le cheminement de Rihanna, c'est les réseaux sociaux. Au début des années 2000, Rihanna arrive, mais il y a un autre phénomène également qui arrive, c'est l'essor des réseaux sociaux. 2004, on a Facebook, 2006, Twitter, 2010, Instagram. Et Rihanna, comme cette nouvelle génération de chanteurs, elle est très connectée sur le digital. On la voit régulièrement partager ses photos de vacances sur Instagram avec sa meilleure amie Melissa. On la voit régulièrement tacler les internautes sur Twitter. Par exemple, je me souviens de cette fois où une jeune femme avait écrit « Why your hair is so nappy ?» et Rihanna a tout simplement répondu « Cause I'm black, bitch ». Et là, on découvre une Rihanna avec une forte personnalité, qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense, qui s'en fout de ce que les autres pensent d'elle, bref, qui est authentique. Et ça plaît énormément au public parce qu'il s'identifie à elle. C'est un petit peu comme, vous avez cette meuf du lycée hyper cool avec qui tout le monde a envie de traîner. Rihanna, c'était un peu ça. Les jeunes se retrouvaient en elle et trouvaient que finalement, son personnage apportait quelque chose de frais sur un paysage qui était finalement très lisse. On se souvient également des bifs qu'elle avait avec certaines autres personnalités, et en particulier Ciara. Par exemple, ce fameux jour où elles se sont embrouillées sur Twitter, tout a commencé avec Ciara qui avait fait une interview à la télé, et je crois qu'on a dû lui poser une question sur Rihanna, et Ciara a répondu quelque chose du genre en fait, elle est pas si sympa que ça, quoi. Et ça a vexé Rihanna, donc elles ont commencé à s'embrouiller sur Twitter, et Rihanna écrit à Ciara « Désolée Ciara, est-ce que j'ai oublié de te donner un pourboire ?» Donc là, Ciara se fâche et lui dit « En fait, t'as pas envie de me rencontrer sur scène ou en dehors de la scène. » Et là, Rihanna lui répond « Ah, t'es gangsta maintenant ?» Et ensuite, elle ajoute « Bonne chance pour booker cette fameuse scène dont tu parles. » Et à cette époque-là, Ciara était en tournée et elle avait du mal à remplir les salles. Et je me souviens, tous les blogs en parlaient parce que elle avait du mal à vendre des tickets. Donc ça, c'était un peu la Rihanna de l'époque. Et puis, il s'est passé quelque chose. On est en 2013, sur Twitter, Rihanna va avoir un bif et cette fois, elle va s'attaquer à la mauvaise personne. Comme disent les Américains, she messed with the wrong girl. Et cette personne, ça va être Teyana Taylor.
Je sais plus du tout comment ça avait commencé, mais apparemment tout est parti de soi-disant une attaque subliminale que Rihanna aurait faite à Teyana Taylor. Teyana Taylor a alors repris le truc en disant pourquoi est-ce que tu envoies des shades, pourquoi est-ce que tu m'appelles pas tout simplement parce que tu as mon numéro de téléphone. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, à l'époque Rihanna sort avec Chris Brown et Chris Brown c'est l'un des meilleurs amis de Teyana Taylor, ils sont tout le temps ensemble. Donc ce qui veut dire que tout ce beau monde se connaît très bien et ils se connaissent en dehors des caméras. Bref, l'embrouille continue sur Twitter. Rihanna change sa photo de couverture et elle va mettre le net worth de Teyana Taylor, qui était à l'époque de 500 000 $, et le sien, qui est de 90 millions de $. Teyana Taylor va ensuite répondre en disant que non, c'est pas 500 000 $, mais qu'elle vaut 4 millions de $, et que de toute façon, et c'est là où ça devient un peu nasty, elle va dire à Rihanna, 90 millions de $, ton net worth est aussi long que les gars avec qui tu as eu des affaires. Et là, elle va commencer à lui dire « me chauffe pas parce que je connais tes dossiers ». Et là, en fait, ça commence à monter, ça monte. Entre-temps, Teyana Taylor a également changé sa photo de couverture. Et ce qu'elle a mis, c'est 2 boxeurs avec un qui était KO. Et elle a photoshopé, entre guillemets, sa tête, donc sur celui qui était debout. Et sur celui qui était par terre, elle a mis la photo de Rihanna. Mais vous savez, la photo, le mugshot du jour où Chris Brown l'avait tapé. Donc comme vous le voyez, ça allait très très loin. Rihanna va répondre quelque chose du genre « je refuse d'aider ta carrière, je ne vais pas te taguer » parce que du coup, Teyana Taylor, elle est taguée ouvertement Rihanna et Rihanna est en mode « je ne vais pas la taguer parce que j'ai pas envie de lui donner de la visibilité ». Bref, l'affaire est partie très loin et à la fin de la soirée, l'embrouille s'est arrêtée parce que tout simplement, Rihanna a arrêté de répondre aux attaques de Teyana Taylor qui étaient très très virulentes. Et en gros, le message qu'elle voulait lui faire passer, c'est ok, t'as l'habitude de bully les autres, mais ça va pas se passer comme ça avec moi en fait. Tu peux te moquer des Ciara, tout ça là, mais avec moi, ça va pas se passer comme ça. À la fin de la soirée, Rihanna a simplement effacé ses tweets et a recommencé à poster du contenu professionnel parce qu'à ce moment-là, elle était en campagne avec Mac. Et donc, elle a recommencé tout simplement à poster son contenu avec Mac. Et là, en fait, je pense qu'il y a eu un shift qui s'est fait au niveau de sa manière de communiquer. Déjà, je suis sûre que ce soir-là, il y a un membre de son équipe qui a dû l'appeler pour lui dire « meuf, là, ça va trop loin en fait ». Et je me suis rendu compte que Rihanna, à partir de cet incident, elle a back up un peu dans sa manière de communiquer. Elle était beaucoup moins virulente et elle a pris une posture un petit peu plus professionnelle. Et là, ça montre quelque chose d'assez important quand on est une personnalité publique, c'est que la limite, elle est toujours très fine entre je suis authentique, je montre ma personnalité, j'ai pas peur de dire ce que je pense, etc., etc. Et comment est-ce que cette image peut avoir une influence positive ou négative sur l'image de sa marque. Parce qu'à ce moment-là, Rihanna, c'était plus juste la girl next door super fun. Rihanna est une marque et il faut à tout prix protéger cette marque. Il ne faut pas ternir l'image de cette marque. Par exemple, ça me fait penser à une autre chanteuse, Tamar Braxton. Donc, Tamar Braxton, c'est la petite sœur de Toni Braxton et elle s'est fait connaître dans Braxton Family Values, qui était la télé-réalité qu'elles ont faite ensemble. Et pourquoi est-ce que Tamar est sortie du lot? Parce qu'elle avait une personnalité très forte, très shady, très drôle, très piquante. Tamar, c'est un petit peu la grande gueule qui dit ce qu'elle pense et finalement, le public a adhéré à ce personnage-là et elle s'est démarquée des autres. Sauf que elle s'est tellement enfermée dans ce personnage que finalement, il a commencé à avoir une influence négative sur sa marque. Elle a même perdu des deals à cause de son caractère et de sa personnalité. C'est pour ça qu'en fait, c'est vraiment très subtil, mais il faut savoir à quel moment est-ce que mon personnage va être fun et va avoir une influence positive sur ma marque et à quel moment est-ce que ça va avoir une influence négative. Et je pense qu'à ce moment-là, Rihanna a décidé finalement de changer sa posture. Et on le voit même aujourd'hui dans sa manière de communiquer. Si vous allez sur sa page Instagram, 80 à 90% du contenu, c'est du contenu promo, des projets sur lesquels elle travaille, ses marques, etc., etc. On la voit beaucoup moins partager librement comme elle le faisait au début de sa carrière. En tout cas, Rihanna arrive à sauver son image de cette ère et surtout, elle s'est construite une proximité à tous égards avec son audience. Elle est hyper proche de son audience et ça va être l'une de ses plus grandes forces. Ensuite, il y a un troisième élément qui va être important avec Rihanna, c'est que c'est une trendsetter. Trendsetter, c'est-à-dire qu'elle lance les tendances, elle lance les modes. Pendant toute l'ère Good Girl Gone Bad, quand elle avait sa coupe courte, tout le monde est passé également à la coupe courte. Je me souviens même quand j'allais dans des salons de coiffure, les photos de Rihanna étaient placardées partout parce que c'était la coupe que tout le monde voulait. Quand elle s'est rasé les cheveux d'un côté, tout le monde a commencé à se raser les cheveux d'un côté. Et ça, on l'a vu également au niveau de la mode. Parce que très vite, Rihanna a commencé à développer un certain goût pour la mode. À chaque fois qu'elle sort, les gens disent qu'elle a du goût, qu'elle s'habille bien. Et on se rend compte que les marques qu'elle porte d'un point de vue personnel, en
ensuite elles sont sold out. Notamment une marque qu'elle portait très souvent à cette époque-là, une marque londonienne indépendante qui s'appelle Boy London. Et je me souviens de cette fois où elle était sur un plateau télé, elle est habillée de la tête aux pieds en Boy London. Le lendemain, Boy London était sold out. Quand les gens ont commencé à voir que quand Rihanna porte un vêtement ou quand Rihanna met en avant un produit, le produit est sold out, ce qui s'est passé, c'est que les marques ont commencé à se l'arracher. Rihanna est devenue omniprésente et des collaborations, elle en a fait en veux-tu, en voilà. CoverGirl, Gucci, Dior, pour ne citer que ces marques-là. Et il y a une collaboration en particulier qui va sortir du lot, ça va être la collaboration entre Rihanna et Puma. À l'époque, Puma est un petit peu en perte de vitesse face à ses concurrents comme Nike ou Adidas. Ils ont besoin de redonner un petit bol d'air frais à leur marque. C'est tout naturellement qu'ils vont se rapprocher de Rihanna et ils vont décider ensemble de faire une paire en collaboration. C'est une paire de creepers que Rihanna va redesigner un peu à sa sauce. Ça sort et immédiatement, c'est le raz-de-marée. La paire a été sold out au bout de 35 minutes. Ils vont renouveler l'opération avec d'autres paires et pareil, au bout de quelques heures, c'est sold out. Aujourd'hui encore, Rihanna collabore avec Puma, ils font même des collections de vêtements qui sont présentées lors de Fashion Week et Rihanna a contribué à recréer la hype autour de la marque Puma. Et je pense que là, elle-même a commencé à se poser des questions. Elle-même a commencé à se dire, mais attends, à chaque fois que je porte un vêtement, il est sold out. À chaque fois que je collabore avec une marque, ils se font des millions de chiffres d'affaires. Pourquoi est-ce que je ne créerais pas ma propre marque ? Parce que ce qu'il faut se rendre compte, c'est que Rihanna, elle a deux assets hyper importants. C'est qu'elle a la visibilité et la notoriété en tant que célébrité, mais elle a également la deuxième chose qui n'est pas si facile que ça à avoir, à savoir la capacité à convertir. C'est pas parce que tu es une célébrité que dès que tu vas porter quelque chose ou dès que tu vas mettre en avant un produit qu'il va se vendre comme des petits pains. Et ça, pour le voir, il suffit de regarder le nombre de marques de célébrités qui n'ont pas fonctionné. Par exemple, je me souviens au début des années 2000, Jennifer Lopez avait lancé un restaurant qui s'appelle Madresse et qui a fermé quelques années plus tard parce que ça ne fonctionnait pas. Et pourtant, c'est Jennifer Lopez, c'est l'une des plus grandes pop stars du monde. Donc en fait, la notoriété, la célébrité, la visibilité, ça ne suffit pas à vendre. Ce qu'il faut avoir, c'est ce deuxième asset, la capacité à convertir. Et tous ces éléments finalement, le fait que c'est une trendsetter, le fait que c'est une pop star, le fait qu'elle a cette forte influence et cette capacité à convertir, ont ouvert le tapis rouge pour le lancement de Fenty Beauty. Comment tout ça a commencé? Pourquoi Rihanna a décidé de lancer Fenty Beauty? Alors ok, elle avait envie de lancer une marque, mais pas n'importe quelle marque. Rihanna, depuis le début, avait envie de lancer une marque qui a du sens, une marque qui répond vraiment à un besoin. Et elle a tout simplement observé autour d'elle et elle s'est rendue compte de quelque chose. Elle-même, en tant que pop star, en tant que célébrité, elle est amenée à être maquillée et à tester énormément de marques. Et elle s'est rendue compte qu'il y avait un gap sur le marché auquel les grandes marques ne répondaient pas encore. Quand on était une jeune femme noire ou métissée, c'était hyper compliqué à l'époque de trouver un fond de teint qui fit sa carnation. Je me souviens encore quand on allait dans les grandes surfaces ou même des boutiques comme Sephora. Alors pour les peaux blanches, il y avait plein de choses, mais pour les peaux noires, franchement, s'il y avait 2 ou 3 options, c'était déjà un truc de ouf. Un peu du genre, il y a le teint clair, le teint foncé et puis débrouillez-vous. Ce gap dans le marché, cette problématique, aucune grande marque n'avait encore commencer à y répondre. Et quand on voulait trouver des fonds de teint qui nous correspondaient, il fallait aller dans des enseignes spécialisées comme chez MAC par exemple. Et là, Rihanna, elle se dit, mais c'est pas normal en fait. C'est pas normal qu'aujourd'hui, certaines femmes n'arrivent pas à trouver partout des fonds de teint qui leur correspondent. Et c'est comme ça que l'idée a commencé à germer dans son esprit. Et là où elle a été très smart, c'est que tout de suite, elle a voulu s'associer à un grand groupe. Et elle a choisi le groupe LVMH. La collaboration entre Fenty Beauty et LVMH a commencé parce que Rihanna a décidé de collaborer avec Kendo. Kendo, c'est donc l'incubateur beauté de LVMH. Donc, Rihanna et LVMH se sont assis autour d'une table et ont commencé à dessiner les prémices de cette fameuse marque de make-up. D'abord, le nom. Ce sera le nom de Rihanna, Fenty. Ensuite, quand on va un peu plus dans les détails techniques de cette collaboration, on se rend compte de plusieurs choses. Officiellement, on sait que LVMH possède 50% de Fenty Beauty et Rihanna possède 50%. Sauf que dans les faits, on se rend compte qu'en fait, LVMH possède 50,1% des parts et Rihanna 49,9% des parts. Ensuite, LVMH a investi 30 millions de dollars en cash pour le lancement de Fenty. Ils sont arrivés, ils ont mis 30 millions sur la table. De son côté, Rihanna a également mis 30 millions, mais pas en cash. Elle a mis ce qu'on appelle du in-kind capital, à savoir du capital en nature.
C'est quoi le capital en nature? En fait, c'est un certain nombre d'assets qui vont être valorisés et qui vont correspondre à un montant. Dans le cas de Rihanna, ça va être sa notoriété, sa célébrité, son nom, son temps et tous ces éléments qui ont été valorisés et on a considéré que ça représentait 30 millions. Donc du coup, c'est comme si chacun a mis 30 millions, sauf que LVMH c'est du cash et Rihanna c'est son apport en nature. Dès le début, on sait déjà que Rihanna va être extrêmement impliquée dans Fenty Beauty parce que c'est ça l'asset qu'elle va apporter. C'est pas juste une célébrité qui va coller son nom et puis qu'on ne va plus revoir. Rihanna va être présente à chacune des étapes de la création de Fenty Beauty. Ça va commencer déjà avec la fabrication des produits. C'est elle qui arrive et qui dit qu'elle veut un maximum de teintes parce qu'elle veut que non seulement les tons correspondent, mais qu'il y ait également des sous-tons qui correspondent à la carnation des femmes. Elle veut une marque inclusive, pas seulement une marque qui va répondre aux besoins des femmes noires, mais une marque qui va répondre aux besoins de tout le monde. Avec Fenty, elle veut que le teint le plus clair et le teint le plus foncé puissent réussir à trouver leur compte. Et donc, ils vont commencer à travailler à la formulation des produits. Et entre la formulation et les tests, tout ce travail va prendre 2 ans. Il a fallu 2 ans pour créer les fonds de teint Fenty Beauty. Et là, on voit qu'il y a une volonté de LVMH et de Rihanna de proposer des produits qui sont extrêmement qualitatifs. C'est pas juste une marque image, c'est une vraie marque avec des produits super quali. Donc là, on arrive en 2007 et Fenty Beauty est prêt à être lancé. Et pour analyser ce lancement, on va repartir sur les 4 P qui sont donc les piliers d'une bonne stratégie marketing, à savoir Product, Price, Place and Promotion, c'est-à-dire produit, prix, distribution et communication. En ce qui concerne le produit, donc Fenty Beauty est une marque de make-up et dès le lancement, on a divers types de produits qui sont proposés avec un focus quand même qui est fait sur la gamme de fond de teint parce que finalement, l'innovation, elle vient de là. C'est la première fois qu'une marque, dès son lancement, va proposer autant de teintes de fond de teint. En l'occurrence, Fenty propose 40 teintes différentes. Il y a un travail, comme je le disais, qui a été fait sur la qualité des produits et là, on le voit parce que dès 2017, Fenty Beauty est nommé par Time Magazine dans la liste des innovations de 2017. Et plus tard, ils vont même gagner le prix de la marque de l'année par WWD Beauty Awards. Ensuite, le prix. Un élément primordial qu'on va retrouver à chaque étape de Fenty Beauty, c'est que Rihanna veut rendre son produit accessible. Accessible par le produit avec diverses teintes qui sont disponibles pour toutes les femmes, mais également accessible en termes de prix. Donc là, si on regarde un petit peu le mapping dans l'industrie de la beauté et notamment sur les fonds de teint, on se rend compte qu'il y a des marques d'entrée de gamme. Par exemple, les fonds de teint Sephora sont autour de 17-18 €. Ensuite, il y a des marques très haut de gamme. Typiquement, les fonds de teint de la marque de Pat McGrath sont à 84 €. Ensuite, on a les marques comme Dior ou Estée Lauder qui sont autour de 45 €. Et Rihanna, elle, se positionne avec ses fonds de teint à 35 €. Et d'ailleurs, il me semble que l'année du lancement, ils étaient à 33 €. Donc là, on voit clairement cette volonté d'être accessible. Elle pourrait très bien être au même prix que Dior et Estée Lauder, voire plus cher parce que c'est une marque de célébrité. Mais elle choisit de rester accessible parce que, souvenez-vous, son but, c'est que toutes les femmes puissent pouvoir consommer du Fenty Beauty. Ensuite, en termes de distribution, pareil. Là, encore une fois, on est sur une accessibilité plus. Fenty Beauty est l'une des premières marques qui s'est lancée en simultané sur divers territoires à l'international. Très souvent, ce que font les marques, c'est qu'elles vont d'abord se lancer dans un territoire et ensuite déployer sur les autres territoires leurs produits. Rihanna voulait et a insisté pour que ses produits soient disponibles partout en même temps. Et l'avantage qu'elle avait, c'est que Sephora fait partie du groupe LVMH. Ce qui veut dire qu'à son lancement en septembre 2017, les produits Fenty Beauty étaient disponibles en simultané dans quasiment tous les Sephora. Si on creuse un petit peu autour de cette collaboration, on se rend compte qu'il y avait un contrat d'exclusivité qui a été fait entre Fenty Beauty et Sephora parce que les produits Fenty Beauty n'étaient disponibles que chez Sephora. On ne peut pas les acheter ailleurs, sauf évidemment sur le site internet de Fenty Beauty. Et là encore, l'accessibilité était au cœur de la conversation parce que les produits peuvent être envoyés dans plus de 137 pays. Donc peu importe où on se trouve, si on achète les produits Fenty Beauty online, ils distribuent dans plus de 137 pays. Aujourd'hui, le contrat d'exclusivité entre Fenty et Rihanna a été modifié, donc a un petit peu changé, parce que depuis 2023, les produits Fenty Beauty sont également disponibles chez Ulta, qui est une chaîne de magasins un peu comme Sephora, mais beaucoup plus accessible en termes de prix. Et là, Rihanna a déclaré que c'était vraiment toujours dans sa volonté de rendre ses produits accessibles. Et il me semble que c'est l'une des premières marques de LVMH à être disponible chez Ulta. Bref,
Encore une fois, Rihanna bouscule les codes et permet à son produit de luxe à être le plus accessible possible. Enfin, la communication. Et là, ça a été le nerf de la guerre de ce lancement. En termes d'action de communication, ils ont mis en place pas mal de choses. Et on va parler ici de Cross-Channel Launch, à savoir un lancement multicanal. D'abord, il y a eu ce spot que tout le monde a vu, qui est passé partout, sur les réseaux sociaux, mais également à la télé. Ce spot dans lequel on voit des femmes avec des carnations différentes, avec des types de beauté différentes, des femmes qui viennent d'horizons totalement différents et qui portent du Fenty Beauty. Et ça, en fait, c'est tout simplement la révolution Fenty. Le mouvement Fenty est en marche. Et à la fin du spot, on voit Rihanna elle-même comme pour dire « On est là, on est arrivé et on va tout changer ». On comprend clairement qu'avec ce lancement, la marque a une volonté de taper fort et d'être omniprésente aussi bien sur le online que sur le offline. Et sur le offline, on a pu voir, comme là par exemple, des campagnes d'affichage énormes qui ont été faites dans les grandes villes où le message c'était clairement de dire voilà, Fenty Beauty arrive. Donc tout ça, c'est vraiment pour créer de l'awareness autour de la marque et que finalement, qu'on soit sur son portable, sur les réseaux sociaux ou qu'on soit coincé dans les bouchons dans la rue, tout le monde sait que Rihanna arrive avec une nouvelle marque, Fenty Beauty. Ensuite, d'un point de vue plus classique, donc il y a eu des campagnes qui ont été faites online. D'abord, la création de réseaux sociaux pour Fenty Beauty. Et ce qui est intéressant ici, c'est que dès le début, on a vu donc la création de la page Instagram Fenty Beauty et le contenu qui était partagé était majoritairement du contenu UGC. Donc l'UGC, c'est le User Generated Content et c'est du contenu qui est généré, qui est créé par des utilisateurs. Fenty Beauty a décidé de mettre en avant des personnes lambda ou encore des influenceurs sur sa page officielle. Et là, en fait, c'est un peu un message pour montrer que cette marque, elle n'a pas été créée par Rihanna pour Rihanna, mais elle a été créée par Rihanna pour les autres. C'est les autres qui sont au cœur de la création de Fenty Beauty. C'est sa volonté de pouvoir répondre à des besoins. Et donc là, elle met en avant les autres sur la page de Fenty Beauty. Et ça, jusqu'à aujourd'hui, quand on regarde la page Instagram et même le TikTok, on se rend compte que c'est vraiment du contenu UGC qui est majoritairement proposé. Et ça, encore une fois, ça va avec la proximité que Rihanna a avec son audience. Ensuite, évidemment, Rihanna elle-même, la fondatrice qui a plus de 100 millions d'abonnés sur sa page Instagram, partage assez régulièrement des informations sur Fenty sur sa propre page. Elle l'a fait pendant le lancement et elle continue à le faire aujourd'hui. D'ailleurs, en préparant cette vidéo, quand j'étais sur sa page Instagram, je me suis rendu compte que les 3 derniers posts, c'était des posts Fenty Beauty. Ça montre à quel point elle est impliquée dans cette marque et que dès qu'elle le peut, elle en parle. Et évidemment, on se souvient tous du moment iconique où pendant son Super Bowl, elle s'est repoudré le nez pendant quelques secondes avec un produit Fenty. Une belle manière de faire de la publicité pour la marque, sachant que le Super Bowl est quand même l'un des événements les plus regardés parce que c'est des centaines de millions de téléspectateurs. Ensuite, toujours pendant le lancement, ils ont organisé des tutorial events. C'est des événements pendant lesquels vous allez venir et vous alliez pouvoir vous faire maquiller avec des produits Fenty. Dans ces événements, on pouvait trouver des influenceurs et quelques consommateurs triés sur le volet. Et la particularité des tutorial events de Fenty Beauty, c'est que c'est Rihanna elle-même qui maquillait les convives. Et ça, évidemment, ça a fait couler beaucoup d'encre. Encore une fois, de la visibilité pour Fenty. Et surtout, ça montre à quel point elle est proche. Elle est proche de ses clients, elle est proche de son audience. Et finalement, c'est comme si elle disait, je suis la bonne copine en fait, on est entre nous. C'est presque comme si c'était, voilà, on est entre potes, on va sortir, on va aller en soirée et on va se maquiller les unes et les autres. C'est ça que Rihanna veut être finalement pour son audience, pour son public, pour ses clients, leur égal. J'aime le maquillage, je me maquille et j'ai envie de partager ça avec vous en fait, tout simplement. Et il y a même eu un événement genre méga launch party avec Sephora et durant cet événement, encore une fois, on a mis en avant les personnes qui étaient invitées et on les a tout simplement mis en immersion dans l'univers Fenty Beauty. En gros, pour marquer le coup et faire les choses un peu différemment, ils ont décidé dans un Sephora de reconstituer un univers et l'idée c'était que les personnes qui étaient présentes, que ce soit des influenceurs ou des clients lambda, pouvaient l'espace d'un instant être la star de la campagne qui est en train d'être tournée en live. Donc en gros, les personnes étaient maquillées évidemment avec des produits Fenty. Ensuite, elles pouvaient s'amuser dans l'univers qui avait été reconstitué. Il y avait des équipes qui filmaient en temps réel, qui éditaient en temps réel et ensuite le spot était diffusé en temps réel. Et le but avec cette campagne pour Sephora et pour Rihanna, c'était un peu de dire la star, c'est vous. Et le résultat, c'est que cette campagne a généré plus de 1,7 milliard d'impressions sur les réseaux sociaux. Si le but, c'était de dire que Fenty arrive, je crois qu'ils ont réussi leur mission. Ce qui est intéressant, c'est que cet événement-là coïncidait avec la période de la Fashion Week. Et durant la Fashion Week, Rihanna présentait une collection avec Puma et elle a exigé à ce que les modèles soient maquillés en Fenty Beauty.
Enfin, elle a fait de la presse évidemment pendant le lancement, elle a fait la couverture de plusieurs magazines et là encore, elle exigeait d'être maquillée en Fenty. Donc ça montre à quel point elle a toujours eu cette volonté que sa marque soit omniprésente. Partout où elle est, dès qu'elle peut, elle parle de Fenty, elle booste Fenty, elle met en avant Fenty Beauty. Et tout ce raz-de-marée, toute cette visibilité, tout ce mouvement qui a été créé autour de Fenty Beauty, il a eu des répercussions au niveau des chiffres. Fenty Beauty a fait 100 millions de dollars de chiffre d'affaires les premiers 40 jours de sa création. Donc en 40 jours seulement, Fenty a réalisé 100 millions de chiffre d'affaires. Et l'un des éléments les plus intéressants ici, et c'est ce qui a créé le mouvement qui s'en est suivi, c'est que les teintes qui ont été sold out en premier sont les teintes foncées. Je me souviens moi-même au lancement de Fenty, j'ai dû faire 3 Sephora à la recherche de ma teinte et à chaque fois, c'était sold out. Et là, ça a envoyé un message sur le marché. Et ce message a engendré ce que les experts appellent The Fenty Effect. The Fenty Effect, c'est quoi? C'est l'onde de choc qu'a créé Fenty Beauty sur le paysage de la beauté. Tout d'un coup, les autres marques ont suivi et ont elles aussi voulu devenir inclusives, ont elles aussi voulu commencer à proposer des teintes plus diversifiées sur leur fond de teint. Les laboratoires ont commencé à crouler sous les demandes de tests et moins d'1 an après le lancement de Fenty Beauty, les marques ont commencé elles aussi à proposer des teintes plus diversifiées de leur fond de teint. Le Fenty Effect, en fait, ce que ça a révélé, c'est que pendant très longtemps, les grandes marques se sont cachées derrière un argument qui ressortait tout le temps quand on leur demandait pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas plus de teintes qui étaient disponibles. C'était tout simplement de dire, commercialement parlant, ce n'est pas rentable. C'est pas personnel, c'est pas contre vous, mais c'est juste que d'un point de vue commercial et financier, c'est pas intéressant en tant que marque. Donc, on va se focaliser sur les gammes, sur les carnations, sur les couleurs dont on sait qu'elles vont fonctionner et on ne va pas prendre le risque d'aller vers des teintes qui ne vont pas fonctionner. Et au final, cet argument-là, Rihanna le connaissait aussi. Et quand ils ont décidé de lancer Fenty Beauty avec 40 teintes, ils savaient que c'était un risque financier. Ils savaient que derrière, peut-être que ça n'allait pas fonctionner. Peut-être que les seules teintes qui allaient fonctionner allaient être, comme d'habitude, les teintes les plus claires. Mais là, ils ont démontré quelque chose. Rihanna a d'abord vu un gap dans le marché, elle a vu une problématique et les chiffres derrière ont démontré que c'était un vrai point de douleur pour les consommateurs. Et ce n'est qu'à ce moment-là que les autres marques ont elles aussi décidé de proposer différentes teintes. Aujourd'hui, quand vous allez dans les magasins, évidemment, chaque marque vous propose plein de teintes, en veux-tu, en voilà. Mais il a fallu que Rihanna arrive avec Fenty Beauty et que ça crée le Fenty Effect pour que les autres marques suivent. À l'époque, elles étaient fortement critiquées pour leur manque d'authenticité et pour leur opportunisme parce qu'elles se sont jetées sur un créneau uniquement quand elles ont vu qu'il y avait de l'argent à se faire. Mais aujourd'hui, on se rend compte que pour le consommateur, ça fait plus d'options et ça fait finalement une plus grande diversité. Et je pense que c'était ça la vision de Rihanna au départ, que le make-up soit accessible à tout le monde. Peu importe ta couleur de peau, peu importe ton background, peu importe ton origine, peu importe ton portefeuille, que tu sois capable toi aussi de pouvoir t'amuser avec le make-up comme elle, Rihanna, elle le fait. Et de ce point de vue-là, on peut dire qu'elle a réussi sa mission. Alors aujourd'hui, Fenty Beauty, en quelques chiffres, c'est 477 millions de chiffre d'affaires. C'est aujourd'hui la celebrity brand la plus bankable. C'est 50 teintes qui sont disponibles sur le fond de teint, donc on est passé de 40 à 50 et ça continue encore plus de s'affiner parce que comme Rihanna l'expliquait, elle veut que les teintes principales soient couvertes mais également les sous-tons. Donc elle a vraiment envie d'aller au plus proche des besoins de ses consommatrices. Et surtout, Fenty Beauty, c'est une marque qui est valorisée à plus de 2,8 milliards de dollars. Ce qui fait de Rihanna une milliardaire parce qu'elle possède la moitié des parts et ses parts sont valorisées à 1,4 milliard de dollars. Alors ça ne veut pas dire qu'elle a 1,4 milliard de dollars sur son compte en banque, ça veut dire que la valorisation de ses parts vaut 1,4 milliard de dollars. Et si elle était amenée à vendre ses parts, là effectivement elle aurait 1,4 milliard de dollars en cash. Ce qui fait d'elle l'une des femmes les plus riches du monde. Rihanna, c'est l'outsider. Qui aurait cru que cette petite fille de la Barbade deviendrait une pop star internationale qui enchaîne les numéros 1, qui vend des millions et des millions d'exemplaires de ses albums, qui fait des tournées qui sont sold out et qui, en plus d'avoir laissé son empreinte sur le marché de la musique, est venue totalement chambouler et bouleverser l'industrie de la beauté. Qui aurait cru que cette petite fille de la Barbade serait une businesswoman aguerrie qui transforme tout ce qu'elle touche en or. Rihanna prouve que finalement, peu importe d'où tu viens, tu peux devenir quelqu'un, tu peux faire quelque chose, tu peux renverser les tendances et tu peux réussir à réaliser tes rêves.
Voilà, on arrive à la fin de cette analyse, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi tu penses de Fenty Beauty. Est-ce que tu penses que c'est une marque qui est liée à Rihanna et que finalement les personnes qui achètent du Fenty Beauty sont des fans de Rihanna? Ou est-ce que tu penses que c'est une marque qui aujourd'hui a complètement dépassé les frontières de Rihanna et est devenue une marque de make-up établie sur le marché? Est-ce que toi-même tu as déjà acheté des produits Fenty Beauty? Et dis-moi ce que tu en as pensé. Avant qu'on se quitte, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si tu aimes ce type d'analyse de marque. J'en propose encore beaucoup d'autres qui vont bientôt arriver. Et également à t'abonner à ma page Instagram @ngdiary. Là-bas, je donne pas mal d'astuces et de tips business. Donc si toi aussi tu es en train de te lancer ou que tu as déjà un business, je partage énormément de conseils sur Instagram. Je te dis donc à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et en attendant, prends soin de toi.